Merci. Très heureux d'être avec vous pour échanger quelques réflexions. Après ce qu'a dit Sébastien, je risque de m'exposer à ce que disait Samuel Johnson de Rousseau quand tu lui as présenté un jour un de ses manuscrits et dit « Votre manuscrit est à la fois bon et original. Le problème, c'est que la partie bonne n'est pas originale et la partie originale n'est pas bonne. » Donc, voilà. Alors, je prends ce risque. Nous sommes à une genèse de cette réflexion sur l'éthique et les nouvelles technologies. Et je lisais récemment qu'à l'Université de Lausanne et à l'École polytechnique fédérale, pour traduire Big Data, on utilisait le mot déluge d'informations, déluge de données. Alors je me suis dit, quand il y a un déluge, il faut un Noé quelque part, et peut-être aussi une arche qui puisse essayer de récupérer un petit peu ce qui peut être encore sauvé. En introduction, j'aimerais prendre 3 points d'articulation. Le premier point, c'est que l'articulation entre droit, déontologie et éthique est de plus en plus complexe et aussi de plus en plus poreuse, si j'ose dire. Les règles d'éthique sont élaborées parfois alors qu'elles relevaient plutôt de la privacy avant, relèvent maintenant aussi du législateur. Pardon. La déontologie, qui était plutôt des règles édictées par la corporation, relève également du législateur, mais parfois aussi de la corporation. Quant au droit, avec toute cette dimension de l'inflation juridique, des dérives qualitatives parfois et quantitatives, on peut se poser aussi la question de la pertinence du droit. Donc on se rend compte que l'articulation éthique, déontologie et droit, qui semblait assez bien séparée ou ordonnée en tout cas auparavant, est de plus en plus difficile à découdre. Une autre question aussi, cette inflation législative dont je parlais tout à l'heure, je pense toujours à un politicien bavarois, Franz Josef Strauss, vous avez peut-être connu il y a des années en arrière, qui au début de sa carrière politique disait je pense que la déclaration d'indépendance des États-Unis comprend 300 mots et l'ordonnance de la communauté européenne pour l'importation des caramels mous en comprend 25 911. Alors, la hiérarchie des valeurs dans les codes juridiques ne sont pas toujours proportionnelles au nombre de mots qu'on utilise et l'importance de ce qui fonde une société n'est pas toujours ce que l'on imagine. Alors, cette confusion parfois, en tout cas cette frontière poreuse entre éthique, déontologie et droit, met un autre problème en évidence, celui de la distinction entre l'autorégulation, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, ce que les corporations privées, les sociétés, les entreprises ou les syndicats peuvent faire, ou de l'autre côté, l'hétérorégulation, ceux qui, de l'extérieur, vont imposer des règles à l'intérieur. Et donc là, il y a un travail important à faire. Entendu aussi qu'il y a cette fameuse latitude de jugement et liberté d'appréciation pour les juges qui implique nécessairement une appréciation très subjective de la situation où il est impossible finalement d'avoir de nouvelles règles pour encadrer en quelque sorte cette latitude de jugement et cette liberté d'appréciation. Donc premier point, cette confusion entre ces 3 notions fondamentales de la régulation sociétale. Le deuxième point, la notion de progrès. Vous savez que depuis le XVIIIe siècle, on est parti sur l'idée du progrès avec Kant, avec Condorcet. Condorcet avait fait un tableau des 10 étapes de l'avancée triomphale de l'humanité vers la science, la sagesse et le bonheur. On était en 1794, et donc il y avait un mouvement extraordinaire qui était lancé comme ça. Le but de ce progrès, c'était de dissiper les 2 grands fléaux du genre humain, la bêtise et la méchanceté. Après 2 siècles et demi, je ne sais pas si vous avez constaté, mais déjà chez moi, j'ai constaté qu'il restait les 2. Et donc, je le vois aussi parfois à l'extérieur. Ce progrès qui doit être la solution à tous les problèmes de l'humanité est devenu finalement un problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on était parti de manière implicite, parfois explicite, à une sorte de corrélation absolument nécessaire entre le progrès technique, technologique, et le progrès du bonheur de la société ou le progrès éthique et moral de la société. On allait nécessairement avancer vers l'avenir radieux. Marx se posera la question en disant attention, peut-être qu'il faudrait une phase révolutionnaire entre deux pour réajuster un peu comme on réajuste la trajectoire d'une fusée qui sort de son orbite et avec un moteur d'appoint, on fait revenir la fusée dans sa juste trajectoire. Donc c'était la phase révolutionnaire marxiste. Puis ensuite, on arrivait véritablement à l'avenir radieux. Je ne sais pas si au début du XXIe siècle, on ose encore dire des choses pareilles, après le XXe siècle de sang et d'horreur qu'on a vécu. Et donc, je pense qu'il y a vraiment
la nécessité aujourd'hui de repenser cette idée du progrès, de décorréler ce qui était une sorte d'automatisme intellectuel. Avec le progrès des sciences et des techniques, on aura nécessairement un mieux-être humain et nécessairement une société plus paisible et plus humaine. C'est pas vrai, et donc l'éthique doit absolument s'insérer là-dedans pour repenser cette corrélation, sans vouloir revenir aux amiches de la postmodernité, comme disait un philosophe, Peter Sloterdijk, qui a pensé pas mal ces questions-là, c'est-à-dire revenir à un passé qui n'existe plus, qui serait stupide de vouloir revivifier, mais sans se laisser complètement emporter par le progrès. On raconte qu'un jour, un bonhomme traversait un village à cheval au triple galop. Et les gens, un peu surpris de la vitesse avec laquelle il traversait le village, lui disent « Mais où vas-tu si vite ?» Et la personne dit « Je ne sais pas, demande-le à mon cheval. » Eh bien, le progrès a un petit peu cette fonction de cheval qui porte l'humanité sans savoir exactement où nous allons. Donc, il y a, deuxième point, la notion de progrès à repenser. La troisième chose, c'est la crise anthropologique. Quelle est la personne humaine là au milieu? Vous savez qu'on passe aujourd'hui, on avait pensé au surhomme nietzschéen. Nietzsche avait abouti au dernier homme, finalement, cet homme blasé qui finalement n'a plus tellement envie de vivre. Aujourd'hui, devant ces difficultés de se définir comme être humain dans cette société, on parle beaucoup du transhumanisme avec les nouvelles technologies, NIBC, c'est-à-dire les neurosciences, l'informatique, les biotechnologies et les sciences cognitives. On va réussir à faire un homme augmenté entre le cyborg et le robot. Enfin, on ne sait plus très bien quelle sera la frontière d'ailleurs, et ce n'est pas simplement de la science-fiction aujourd'hui. Il y a des recherches qui sont faites en Angleterre, aux États-Unis et même dans l'Europe continentale sur ces questions-là. Donc on est vraiment à la frontière où l'homme robotisé, ou le robot humanisé, humanoïde. Et donc, véritablement, est-ce que c'est là l'avenir? Cette humanité qui est la nôtre, cette patte humaine, cette charnalité, si j'ose dire, qui est la nôtre, comment se situe-t-elle au milieu? Et il y a un sociologue français intéressant qui s'appelle Alain Ehrenberg, qui a, comme son nom l'indique d'ailleurs, enfin moi je pense à l'allemande, mais enfin peut-être le dit-on autrement en France, qui a fait une trilogie de livres dont l'avant-dernier s'appelle « La fatigue d'être soi ». Et je vous cite un petit extrait, il dit, c'est une phrase de Nietzsche, qui disait « Tel est le funeste destin de l'Europe », ça c'est Nietzsche, « ayant cessé de craindre la personne humaine, nous avons cessé de l'aimer, de le vénérer, d'espérer en lui-même et même de le vouloir. Désormais le spectacle qu'offre l'homme fatigué, qu'est-ce que le nihilisme aujourd'hui sinon cela? Nous sommes fatigués d'être hommes, fatigués d'être hommes. Passons à la fatigue d'une après-midi ensoleillée dans un hôtel ou dans une séance, pas celle-ci, mais la fatigue d'être humain, voyez-vous. Et alors, Ehrenberg dit, finalement, la dépression et l'addiction sont les noms donnés à l'immaîtrisable quand il ne s'agit plus de conquérir sa liberté, mais de devenir soi et prendre l'initiative d'agir. À l'implosion dépressive de la fin du XXe siècle correspond aujourd'hui l'explosion addictive, dit-il. Et donc on a une sorte de pathologie qui se répond comme ça, un drame existentiel qui est en train de se vivre au cœur même de la personne humaine, plus tant à l'extérieur, mais dans l'être humain. Donc on se rend compte qu'il y a une répercussion anthropologique, personnelle, des questions que nous abordons ici et qu'on ne peut pas éviter. Donc 3 points qui se posent, l'interaction entre ces 3 domaines de la régulation sociétale, la question du progrès et la question de la crise anthropologique qui nous révèle l'enjeu et l'importance d'une réflexion éthique. Alors donc, pourquoi l'éthique serait-elle essentielle? Eh bien, je pense qu'il y a 2 points que j'aimerais relever. Le premier point, la mondialisation et la complexité. Il y a une chose qui est assez impressionnante et auquel je pense tout le monde convient aujourd'hui, c'est que la complexification des relations, la mondialisation, l'interaction, la complexité des systèmes rend la chose pratiquement plus modélisable. Si depuis le 19e siècle et durant tout le 20e siècle, on avait pensé qu'en termes d'idéologie et de modèle, on pouvait résoudre les grands problèmes de la société, aujourd'hui la complexité rend la chose pratiquement non maîtrisable. Le big data peut-être arrivera à le faire, mais enfin encore faut-il le gérer correctement et savoir réutiliser les informations qu'on récupérera malgré toutes les technologies mises en œuvre pour arriver à obtenir quelque chose d'assez concis et utilisable. Quand bien même nous obtiendrions cela, nous n'aurions pas encore une pensée éthique là-dessus, voyez-vous. Nous avons un ensemble d'informations. Il y a des robots aujourd'hui qui font ça. Vous savez, pour les drones, il y a des robots éthiciens. Donc on a un ensemble de données, des algorithmes dans ces robots. Et donc, quelque part en Californie ou au Nevada,
une personne derrière ça, non pas de bière, mais enfin derrière un coca, est en train de régler un drone qui va tirer quelque chose ou exploser en Afghanistan. Et puis le drone prend une image et à partir d'un robot, on va juger s'il est nécessaire, avec les risques collatéraux, avec ce qu'on a pu repérer en photo et tout ça, si véritablement le drone peut lâcher sa bombe ou peut s'éclater sur la tête des gens ou pas. Et donc il y a une pesée d'intérêt et la personne est complètement déresponsabilisée par ce traitement informatique de l'éthique. Et c'est une chose qui devient de plus en plus importante, y compris en domaine médical. Aujourd'hui, cette robotisation de l'éthique à partir d'algorithmes préformés en pensant que ça peut prendre la place de l'être humain. Donc, pourquoi l'éthique est-elle importante? Parce que justement, cette mondialisation, paradoxalement, pour moi, renvoie à la responsabilité personnelle. Alors qu'on pouvait avant se déresponsabiliser derrière une structure, derrière un modèle ou derrière un robot, par exemple, on va aujourd'hui découvrir, je crois, et on le découvre de plus en plus, qu'il y a des acteurs derrière des structures, qu'il y a des personnes responsables, et que la mondialisation implique et nécessite et urge, si j'ose dire, la responsabilité personnelle. Et ça, c'est paradoxal et réjouissant. C'est un des fruits merveilleux de la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation, par la complexité même du système, fait qu'il y a une certaine résilience du système. C'est sûr, une certaine élasticité, que l'explosion n'est pas tout de suite là. Mais néanmoins, il va falloir s'y intéresser très très rapidement pour interagir dans ce niveau-là. Bergson, dans Les deux sources de la morale et de la religion, le philosophe disant juste après la guerre de 14, « J'éprouvais un sentiment d'admiration pour la facilité avec laquelle s'est effectué le passage de l'abstrait au concret. Qui aurait cru qu'une éventualité aussi formidable que la Première Guerre mondiale put faire son entrée dans le réel avec aussi peu d'embarras ?» Tout d'un coup, tout le monde en parlait, tout le monde était là, mais ça paraissait une projection dans un monde qui n'était pas encore virtuel. Et tout d'un coup, tout éclate du jour au lendemain et on se réveille en guerre pour une tragédie, une boucherie internationale. Et cette réflexion de Bergson s'applique à toutes les époques, je crois. Comment, voyant des grands enjeux, sommes-nous aptes à en saisir l'importance et la centralité pour être non pas réactif, mais proactif, c'est-à-dire envisager les choses dans leur extrême tout en permettant d'éviter les catastrophes. Voilà. Et le deuxième point que je voulais relever, c'est notre expérience personnelle. On le voit bien chaque jour, on est tous confrontés à la fois à cette relation pas toujours facile à vivre entre le licite et le moral. On sait très bien que ce qui est licitement permis n'est pas toujours moralement admissible. Et de plus en plus, on le voit d'ailleurs dans les réactions médiatiques, qu'il y a des choses qui ne sont pas fausses comme telles, mais qui, quelque part, ne sont pas admises généralement. Inversement, il y a des choses qui sont légalement interdites et qui sont, je vais dire, sociétalement admises. Donc aussi, cette frontière-là devient très poreuse, mais n'empêche qu'elle nous interpelle parce qu'on ne peut pas l'oublier en tout cas. Oublier qu'il y a une différence entre le légal et le licite, j'allais dire entre le légal et le moral ou l'éthique, puisque ce sont les mêmes mots. Alors, il y a une tentation forte qui se produit aujourd'hui, c'est de vouloir codifier l'éthique. On a des lois qui sont élaborées par le législateur, on a des codes déontologiques élaborés de manière diverse, et puis on aimerait tellement mettre en boîte l'éthique. Il y a la charte éthique du big data, par exemple, qui est là, très intéressante, très passionnante, avec des éléments déterminants pour la réflexion, les données, la traçabilité, la propriété intellectuelle, les questions des règlements spécifiques. Mais c'était Bertrand Dupérin qui disait ça, là où beaucoup voient un enjeu technologique qui existe ailleurs, un des principaux enjeux du big data est lié à des questions éthiques et à des cultures d'entreprise. Et donc finalement, se pose une question aussi assez cruciale là derrière, entre l'éthique de contrôle ou de conformité, et puis l'éthique autonome ou authentique, c'est-à-dire l'éthique de contrôle élaborée, rédigée, mise sur papier, qui va être une charte de référence pour quelque chose, et donc on va pouvoir ensuite essayer de voir correspondre un comportement avec cette charte éthique, et puis ce qu'était l'éthique habituellement, c'est-à-dire des normes internes que je portais en moi, qui m'habitaient, et puis qui étaient quelque part authentiques, personnelles, partagées par d'autres personnes, bien sûr, puisque nous sommes des homo sapiens sapiens, c'est que nous partageons quand même une commune humanité, quelles que soient les cultures, capables de vivre ça de l'intérieur. Et derrière cette question-là se pose la question fondamentale de tout l'enjeu de la technoscience aujourd'hui, la question de la distinction entre le comment et le pourquoi. Notre monde est pris dans la technoscience par la question du comment faire les choses. Et la grande question, c'est pourquoi faire les choses.
non pas pour éluder la question du comment, mais la question du comment s'inscrit comme un wagon derrière sa locomotive dans la question du pourquoi. Et c'est peut-être la question dont on disserte le moins, mais Pascal l'avait déjà dit à son époque, il est si dommageable de voir tant de gens discuter justement du comment sans jamais s'interroger du pourquoi l'on fait les choses. Et c'est vrai que la question du pourquoi est essentielle. En vue de quoi, dans quelle direction, dans quelle finalité fait-on les choses? Où veut-on aller avec toutes ces techniques? Que veut-on faire avec ça? Il ne s'agit pas simplement d'emboîter le train. Vous savez, il y a un gag de caméra invisible, d'ailleurs, je crois que c'est au Québec cette histoire-là, c'est absolument génial. Des gens portaient un meuble dans la rue. Et puis au fur et à mesure qu'ils appelaient d'autres personnes à porter le meuble, les premiers disparaissaient. Et à un moment donné, les gens avançant sur le trottoir se disent, mais au fait, on va où? Et il dit, mais je ne sais pas, vous étiez là avant moi, mais vous étiez là avant moi. Et plus personne ne savait où on devait aller, mais tout le monde portait avec conviction, avec générosité, avec force, avec engagement, avec détermination, un meuble, sans savoir où il devait le déposer. Et c'est peut-être un des problèmes de la technoscience aujourd'hui, voyez-vous, on porte ça, on réfléchit là-dessus, mais est-ce qu'on sait où l'on veut aller avec ça? Est-ce que le cheval nous emporte ou est-ce que nous sommes capables encore de guider le cheval? Voilà. Alors, le dernier point que j'aimerais relever, il me reste combien de temps, Sébastien? Autant que tu veux. Le dernier point que j'aimerais relever, c'est peut-être définir alors quelques critères éthiques. Et c'est peut-être là que je vais vous décevoir, parce que, peut-être déjà avant d'ailleurs, mais là en tout cas, je risque de le faire pour la raison suivante, c'est que, d'abord, il y avait un sociologue français, Alain Etchegoyen, qui disait on assiste aujourd'hui à une valse des éthiques. Il n'y a plus une éthique comme telle, mais il y a des éthiques, une pluralité de valeurs. Le polythéisme des valeurs, disait Max Weber, un autre sociologue. Finalement, ce n'est pas facile de définir ces choses-là, peut-être parce qu'il ne faut peut-être pas les définir en système, justement, et que tout système éthique peut être vite totalitaire. Il vaudrait mieux voir quels sont les grands principes qu'il faut garder, quels sont les principes de réflexion, les critères de jugement, les directives pour l'action qui peuvent guider véritablement un comportement qui soit juste. Car si l'on reprend la notion classique de l'éthique, c'est la science du bien agir. Comment faut-il agir pour agir bien? Et un des problèmes aujourd'hui, c'est que comme cette question est extrêmement complexe, on a transformé et fait dévier un peu l'éthique vers l'esthétique. J'ai un ami qui est chef d'une entreprise internationale qui avait écrit un jour un matin à son collaborateur « Et je te souhaite une bonne journée ». Et son collaborateur le voit à la pause, il dit « Mais t'es fâché contre moi ?» Puis il dit « Non, pourquoi ?»« Mais j'ai fait quelque chose de faux ?» Il dit « Mais non, je ne sais pas pourquoi. » Il dit « Mais tu m'as écrit bonne journée. » Je dis ben oui, alors je ne vois pas ce qui peut être dommageable ou méchant dans cette phrase. Il dit « Mais quand on est amis comme nous, on dit belle journée, on ne dit pas bonne journée. » Et tu dis « Ah oui, oui, je comprends bien. » Le beau relève de l'esthétique. Alors elle peut être belle la journée, mais une journée belle peut ne pas être bonne. Voyez-vous, il y a une différence. C'est corrélé, bien sûr, mais ce n'est pas nécessairement fonction l'un de l'autre. Une bonne journée, c'est une journée qui se vit selon un principe de justice, de bonté, de rectitude, d'humanité. Voilà. Et donc, il y a une différence. Alors, si vous écrivez belle journée, il n'y a aucun problème. Hein, mais voyez-vous, il était très frappé d'entendre cette réaction de son collaborateur par rapport à cette phrase qui lui semblait comme distante affectivement par rapport au fait de dire belle journée. Donc, l'ambition de l'éthique, si vous voulez, étant la science du bien agir, vise à, en quelque sorte, faire l'interface entre la liberté et le droit, si j'ose dire, entre le premier acte que je pose moi-même en tant que personne, à quelque niveau que je sois, acteur économique, acteur juridique, acteur législatif, autorité judiciaire ou autre, en tant que moi-même comme personne, et le droit qui en résulte, ou, dit autrement, entre ma liberté et ma responsabilité. L'interface entre les deux s'appelle l'éthique, si j'ose dire, cette corrélation entre l'un et l'autre. Et Gandhi avait une très belle expression qui exprime toute l'Inde. Le Gange des droits descend de l'Himalaya des devoirs. Le Gange des droits descend de l'Himalaya des devoirs. Et pour qui connaît un petit peu la géographie indienne et l'importance et de l'Himalaya sur le plan spirituel et du Gange sur le plan spirituel et économique, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très très important là derrière. Et j'allais dire, si on reprenait cette phrase de Gandhi avec un autre regard, une autre lecture, c'est que le lieu spirituel, ces sommets célestes des blancheurs de l'Everest et du Kanchenjunga ou autres 8000,
descend dans cette vénération qu'il y a d'un fleuve qui à la fois est sacré et à la fois nourrit toute cette population jusqu'à l'océan. Voilà. Et donc je pense qu'il va falloir réarticuler cette question de l'éthique à partir de cette vision-là. Vous savez, les Japonais ont une passion aujourd'hui, et même ça vient ici, des gens comme Comte Sponville aiment beaucoup ces choses-là, c'est les fameux haïkus. Ce sont des petits poèmes japonais qui sont très brefs et qui correspondent, enfin, qui doivent correspondre à des lois d'écriture extrêmement strictes, extrêmement précises, et que ces fameux haïkus, finalement, n'ont qu'un but, c'est de dire l'évanescence de l'existence. Je vous en cite un. Je coupe du bois, je tire de l'eau, c'est merveilleux. C'est fantastique, c'est vrai, vous êtes en week-end dans votre chalet de montagne ou au bord de la mer, voilà, vous coupez du bois, vous tirez de l'eau, c'est merveilleux. Est-ce que la vie se limite à ça? Est-ce qu'on peut vivre en haïku ou est-ce qu'on peut vivre peut-être plus profondément en être responsable? Alors, parmi ces critères éthiques qui me paraissent fondamentaux, le premier, ce serait la personne humaine, véritablement. De se rendre compte qu'il n'y a pas de statistiques, enfin les statistiques sont là, mais elles ne sont pas très agréables. Il y a un auteur italien, dont j'oublie le nom maintenant, qui disait un jour, il mettait en scène un économiste qui visitait un immeuble, et il y avait le sous-adjoint au remplaçant du concierge qui était là. Vous voyez, la position spéciale, hiérarchique de cette personnalité, et l'économiste expliquait les statistiques à cet homme. Et cet homme conclut et résume à sa manière, il dit, vous voulez donc dire avec les statistiques que si j'ai ma tête dans le four et mes fesses dans le frigo, je suis statistiquement à bonne température. C'est vrai que lorsque l'on pense en matière statistique, c'est assez facile. Et quand on regarde les grands débats économiques aujourd'hui, on est vraiment là, voyez-vous. Les statistiques sont là, mais et la personne derrière? Et la personne? Il y a chaque fois un être humain unique, irremplaçable, qui est là derrière. Et je pense que si l'on ne part pas de cette conscience de la personne humaine, à la fois de l'acteur qui agit et qui intervient dans un domaine technique et scientifique, légal ou autre, et de la personne sur qui on va interagir, s'il n'y a pas cette prise en compte de la personne humaine, on va passer à côté de la vraie question éthique. Derrière toutes les questions éthiques, derrière tous nos engagements, ça devrait être la question fondamentale, que va-t-il advenir de la personne, et notamment, c'est Gandhi qui nous disait ça aussi, de la personne la plus vulnérable. On juge, disait-il, la qualité d'une démocratie à la façon dont le plus vulnérable et le plus pauvre est traité. Et j'ai un ami qui est astrophysicien, Dominique Lambert, et qui est un ami de Yves Coppens, le grand paléontologue, vous le savez. Et un jour, entre quatre yeux, il discutait avec Yves Coppens, Coppens ayant découvert la fameuse Lucie. Et il disait à Coppens, mais qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute votre découverte? Alors il dit, il y a pas mal de choses. C'est vrai que découvrir Lucie a été quelque chose d'important, mais c'est pas ça, dit-il. C'est avoir découvert des tombes du Mésolithique. Donc on est entre le Paléolithique et le Néolithique, suivant les régions, entre 12 000 et 9 000 ans en arrière, d'avoir découvert des tombes avec des squelettes de personnes gravement handicapées dedans. Certaines de naissance, d'autres par accident, paralysées, certaines ne pouvant même pas mâcher. Donc à une époque encore itinérante, donc nomade, les personnes ont été nourries, transportées et enterrées avec la même dignité que les autres. Et Coppens disait, pour moi, l'émergence de l'humanité dans ce signe, la prise en compte du vulnérable. Et j'allais dire, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup progressé depuis l'homme des cavernes sur cet angle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas mal de laissés pour compte de cette société dite développée, et là il y a un enjeu capital. Voyez-vous, si on est capable d'intégrer cette dimension fondamentale dans notre réflexion, eh bien, il y a quelque chose de fondamental qui peut être redécouvert, notamment les jeunes, notamment les enfants aujourd'hui, à travers toutes les techniques de Internet et autres. Je pense qu'il y a un courage à avoir. On part du principe que la technique est neutre, voyez-vous. Il y a Günther Anders, un philosophe allemand, qui a bien mis en évidence ça, voyez-vous. Il dit la technique a en elle-même une certaine finalité et elle n'est pas neutre. Ce serait tellement idéal de dire, mais peu importe l'instrument, c'est ce que j'en fais qui est déterminant. Oui, n'empêche, on a tous, je ne sais pas vous, mais quand on est sur Internet et que vous commencez un truc, vous êtes en train de faire une recherche et vous trouvez à 10 km de là, juste après, parce que de fil en aiguille, vous êtes arrivé sur autre chose, enfin, moi en tout cas, ça m'arrivait, ah mais cette notion-là, ah, mais j'ai pas vu ça, ah mais ce philosophe, je le connais, ah mais ce truc-là, et tout d'un coup, une demi-heure après, vous êtes encore en train de chercher autre chose. C'est vrai, je devrais avoir la force intérieure de ne pas cliquer à certains moments donnés, et puis voilà, on se rend compte que quelque part, il y a cette vulnérabilité qui est là, en raison même, pas seulement en raison de ma propre misère, mais en raison
aussi de la technique et de l'instrument technologique que j'utilise, voyez-vous. Donc tout instrument technologique, toute technoscience porte en elle-même une finalité qui induit un certain nombre de comportements. Et donc, on ne peut pas simplement se réfugier et en disant, écoutez, là, il n'y a pas de problème, faisons les choses comme ça, il va falloir aller plus loin. Le deuxième aspect, c'est l'aspect du bien commun, des technologies, et du bien commun dans le sens que ces technologies doivent être disponibles pour tous. Comment faire en sorte que cette vaste humanité, ces 7 milliards d'êtres humains qui partageront le même destin et la même planète, soient capables d'avoir accès à ces technologies. Alors, on le sait bien, les différences sont énormes, et du know-how aussi, de la façon d'utiliser ça, et des process, de la façon de procéder pour obtenir cela. Et puis, comment faire en sorte que ces moyens techniques ne soient pas asservissants, mais véritablement au service de la liberté de l'homme, et non pas d'une nouvelle servitude. Dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, en 1932, disait « L'homme de masse doit être traité comme ce qu'il est, un veau. Il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. » Voilà la description en 1932 de la massification de l'être humain par rapport à ces choses-là. Et la cybersurveillance, vous voyez, où elle peut se révéler comme celle de Huxley en faisant de l'humanité une masse de veaux qui broutent ensemble dans le même pré, en se frottant plus ou moins les uns contre les autres, ou alors, véritablement, de faire des êtres humains libres, tout en étant, grâce à la cybersurveillance, un instrument au service de cette liberté. De la liberté des autres en se protégeant, de la liberté de la personne elle-même en la protégeant. Et ça, c'est nous qui allons le faire, voyez-vous. Il y a un vieux proverbe tunisien qui dit que la différence entre un jardin et un désert, c'est pas l'eau, c'est la personne humaine. C'est pas l'eau, c'est la personne humaine. Il va falloir, troisième point, des réseaux d'excellence. Je n'ai pas été payé pour dire ça, mais Lexing me paraît être aussi un des lieux, mais dans d'autres lieux, il faut des réseaux d'excellence, tant techniques que éthiques. Il faut une interaction entre les uns et les autres. Et je vous dis, on est à la genèse de cette réflexion-là, parce qu'on s'est laissé dépasser, emporter, j'allais dire, et on en parlait tout à l'heure, les grandes religions du monde n'ont pas su faire le pas aussi de repenser cette postmodernité de façon un peu cohérente. Et puis le dernier point que j'aimerais relever et vous laisser, c'est véritablement cette responsabilité personnelle. Alan Greenspan, l'ancien directeur de la Fed, a été interviewé à la BBC un jour et on lui dit « Et la crise, d'où vient-elle » Et la réponse d'Alan Greenspan, c'est « À la racine de la crise se trouve la nature humaine. Sauf si quelqu'un peut trouver un moyen de changer la nature humaine, nous aurons d'autres crises et aucune ne ressemblera à celle-ci parce qu'il n'y a pas deux crises qui ont quelque chose en commun, si ce n'est la personne humaine. » Alors pour Greenspan dit ça, là il y a une infusion d'Esprit Saint, pardon. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé pour dire une chose pareille. Là je fais un petit saut dans mon domaine. Mais je crois qu'il a identifié véritablement l'enjeu, voyez-vous. Si on met la faute uniquement dans le trading à haute fréquence, le high frequency trading, et les algorithmes, les 100 000 opérations à la seconde que fait un ordinateur de high frequency trading, oui, mais il y a des personnes là derrière. Et donc, comment retrouver cette responsabilité? Il y a un philosophe que j'ai cité tout à l'heure, Peter Sloterdijk, qui a écrit un livre « Tu dois changer ta vie ». Alors il dit que l'impératif catégorique qui nous oblige aujourd'hui, c'est la crise dans laquelle nous nous trouvons. Moi je dirais plutôt c'est ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, voyez-vous, qui nous appelle à dire mais je ne peux pas me résigner, je ne peux pas démissionner, je ne peux pas seulement m'indigner. Indignez-vous. Stéphane Hessel, c'est tragique parce qu'on commence par la fin. La première attitude de l'être humain, c'est de s'émerveiller. Émerveillez-vous d'abord devant tout ce qu'il y a de beau, de grand, de bien. Émerveillez-vous devant ce qui est fait, ce qui est possible de faire, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, quand ça dévie de cette route, quand ça ne sert plus le bien, quand ça ne sert plus la personne humaine, alors indignez-vous, oui. Ayez ce sursaut d'intelligence qui est capable à la fois de s'émerveiller et à la fois de s'indigner. Mais gardez les deux. Et pour cela, il faut une énorme et inimaginable liberté intérieure. Je crois qu'il est urgent aujourd'hui d'avoir ce courage dans ce monde. On est très pris par les choses à faire, par le train dans lequel nous sommes, et on a très peur de se démarquer, très peur de ce courage, très peur de se lever et de se dresser pour dire, mais écoutez, là, il y a quelque chose à faire. Et
Et donc, je pense que c'est une exigence fondamentale aujourd'hui. Alors, quand on rentre dans cette logique de la responsabilité personnelle, j'aimerais développer en un mot une idée qui est née aux États-Unis et qui se répand un petit peu du quotient spirituel. Vous savez, on a beaucoup parlé du quotient intellectuel, on sait tous ce que c'est, le quotient émotionnel avec les livres de Goleman, on a tous étudié ça en management ou quelque part, enfin voilà. Et aux États-Unis, on développe aujourd'hui le quotient spirituel. Quotient intellectuel, j'ai élargi un petit peu le sens, les compétences, les technologies, la capacité de traiter les problèmes. Quotient émotionnel, tout le relationnel. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Que si une personne n'avait pas des convictions, si elle n'avait pas une cohérence, une certaine prévisibilité dans sa façon d'envisager les choses, une certaine vision de la vie qui rend sa vie privée et sa vie professionnelle unifiées quelque part, en fonction non pas de l'activité exercée, mais des intentions et des convictions que la personne porte en elle-même, eh bien, ça foirait à un moment donné ou l'autre. Et qu'il fallait élaborer ce quotient spirituel qui n'est pas directement une dimension religieuse, mais qui est une dimension qui dépasse en quelque sorte l'être humain, une certaine transcendance, capable de penser autrement les choses, de voir autrement les choses. Et on demandait un jour au Dalai Lama, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité? Il disait, les hommes, parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils perdent de l'argent pour retrouver la santé. À penser anxieusement au futur, ils oublient le présent, de telle sorte qu'ils finissent par non vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Eh bien voilà, le quotient spirituel, c'est repenser la perspective des choses, voyez-vous, avec, j'allais dire, et j'ai entendu de la bouche de Jacques Attali l'autre jour, ça m'a beaucoup réjoui, que finalement, s'il y avait un drame, il parlait de la France, mais ça peut s'appliquer à d'autres pays, c'était le manque d'amour. Vous savez, les philosophes grecs disaient, il est bon d'avoir la justice dans le monde, mais la justice ne suffit pas à bâtir une société de convivialité. Elle élimine les causes de violence, et c'est déjà beaucoup. Mais ce qui permet à une société de vivre les uns avec les autres, c'est l'amitié civique, disait Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et on pourrait dire aujourd'hui, c'est ce lien d'amitié, de respect de l'autre, d'amour de l'autre même. Et quand je pose ce regard-là sur l'autre, pas mal de choses changent dans les entreprises, dans tout ce dont nous parlons ici, en vue d'arriver à un service les uns pour les autres où nous permettons de développer une société qui soit humaine. Merci.